Oui, bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la bosnoiose bovine organisé par le GDS Picardie. On va démarrer. Je pense que tout le monde a eu le temps de se connecter. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels sur les bonnes pratiques à respecter lors de ce webinaire. Donc, normalement, là, vous voyez le diaporama qui est affiché. Les caméras et les micros sont coupés. Donc, ça, c'est normal. Il n'y a que ceux des intervenants qui sont actifs. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, vous pouvez les poser par écrit, du coup, dans l'onglet chat ou conversation de Teams. On va y répondre au fur et à mesure à la fin de chaque présentation. Voilà. Et puis, dernière information, donc le webinaire est enregistré pour que les personnes qui ne peuvent pas se connecter puissent le revisionner. Sans plus tarder, du coup, je vous donne la parole, David, pour l'introduction. Donc, merci Léa. Donc, bienvenue dans le webinaire bosnoiose organisé par le GDS Picardie. Donc, la bosnoiose, donc maladie non réglementée qui a été détectée en Picardie, notamment dans l'Aisne, il y a quelques années. Donc, ce webinaire va se composer en 3 parties. Donc, on accueillera tout d'abord donc le professeur Philippe Jacquier, donc de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, donc qui est un référent national notamment sur cette maladie. Donc, il nous présentera la maladie et aussi les modes de détection. Ensuite, donc, nous avons un réseau des GDS qui est fort de son expérience et de son expertise. Donc, nous aurons Monsieur Christophe Lax, donc le directeur de la FRGDS Occitanie. Donc, ça a été la première région de France touchée par la maladie et qui est la plus touchée et qui a beaucoup travaillé notamment sur cette maladie. Et enfin, nous aurons Monsieur Laurent Fourès, donc le directeur du GDS de la Meuse. Donc, c'est un département faiblement touché qui ressemble un petit peu à notre situation en Picardie et qui ont réussi justement à maîtriser donc, cette maladie sur leur territoire. Donc, sans plus attendre, donc, je vais donner la parole à Monsieur Jacquier, qui va nous présenter cette maladie. Merci, monsieur Le Marcy. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Oui. Oui, Très très Bon. bien. Donc voilà, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir ce webinaire, de vous donner des éléments sur la maladie, les signes cliniques, également les modes de transmission, et je vous parlerai aussi de méthodes de dépistage, et notamment de la chronologie des tests que l'on doit utiliser pour dépister cette infection. Alors, suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, bon, je mets souvent cette diapositive en préambule. C'est un taureau qui est en phase terminale de best-notiose et qui a été photographié il y a quelques années avec mes étudiants lors d'une visite d'élevage. À l'école vétérinaire de Toulouse, on travaille sur cette maladie depuis fort longtemps, puisqu'elle a été décrite au début du XXe siècle dans notre école. Et encore récemment, on va dire depuis une petite vingtaine d'années, on y travaille à nouveau de façon assez intense. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. Alors, peut-être que cette diapositive est une des plus importantes du topo que je vais vous faire aujourd'hui. Vous voyez en haut à gauche, vous avez des bovins là, qui sont couchés dans un pré. Imaginons que ces bovins vont entrer en contact pour la toute première fois de leur vie avec ce parasite qui s'appelle donc Besnoitia besnoiti, qui est un protozoaire, donc un parasite unicellulaire. Et lorsque cette primo-infection a lieu, il y a en gros deux possibilités, deux chemins possibles pour ce bovin. Il y a le chemin du haut, vous voyez, avec l'infection qu'on appelle asymptomatique, c'est-à-dire que le bovin est exposé, il est infecté, il va faire une réponse anticorps, mais il ne va présenter aucun signe clinique, et probablement parfois durant toute sa vie. Et finalement, ces infections asymptomatiques, c'est la majorité des cas. Et par contre, il existe un autre chemin, c'est le chemin du bas, là où est indiqué infection symptomatique. Dans ce cas-là, ce bovin qui est exposé, qui est infecté, il va déclarer toute une série, une suite de signes cliniques que je vais vous décrire après. Et ces signes cliniques s'organisent autour de 3 phases.
la phase aiguë avec une très forte température, phase des œdèmes, et puis ensuite une phase qui concerne beaucoup le tégument, la peau, avec la sclérodermie. En fait, sclérodermie signifie épaississement du derme, parce que dans cette dernière phase, le derme est complètement envahi par des kystes du parasite. Donc, vous voyez que en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle le stade tachyzoïde qui se multiplie dans le sang et qui va être responsable de la phase aiguë et la phase des œdèmes, et ensuite le bradyzoïde qui va s'organiser dans des kystes, se développer dans des kystes, et qui vont former la sclérodermie. Pourquoi un bovin emprunte la voie du haut ou la voie du bas? Ben, c'est là où j'ai indiqué un point d'interrogation. C'est une des grandes inconnues de cette maladie. On ne sait pas quels sont les facteurs qui concourent à ce choix, cette dichotomie. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas une histoire de race, parce que des infections symptomatiques, j'en ai vu pratiquement dans toutes les races bovines françaises. C'est pas le sexe, c'est pas l'âge, c'est ça. On ne connaît pas. À mon avis, ça c'est un nœud important qu'il aurait fallu travailler, ou qu'on devrait travailler pour comprendre ce phénomène-là. Alors, suivante, s'il vous plaît. Voilà. La bestmoitiose va se présenter sous une forme clinique, mais ça c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et toutes les infections asymptomatiques, vous voyez, c'est 90%, probablement peut-être même plus parfois des cas. Ce que l'on sait, c'est que cette maladie, elle est spécifique des bovins. On l'a recherchée sur des chevaux, on l'a recherchée sur des petits ruminants, on l'a recherchée aussi sur des cervidés sauvages. Alors, il y a un cas décrit en Espagne sur un chevreuil, mais globalement, ça reste une maladie qui est spécifique aux bovins. Suivante. Alors voilà justement le kyste à bradyzoïde. Vous voyez que ce que vous voyez là, l'espèce de grand cercle avec tous ces petits points violacés à l'intérieur, en fait, c'est un kyste qui contient des milliers et des milliers de bradyzoïdes. Et probablement que la durée de survie de ce kyste à bradyzoïde dans un organisme, c'est plusieurs années. Et c'est une localisation plutôt donc dans la peau et dans le derme. Suivante. Voilà, vous en voyez ici à gauche, vous avez une coupe histologique de la peau d'un bovin infecté en phase donc de sclérodermie. Tout en haut, la ligne rouge et violacée, c'est l'épiderme. Et tout ce que vous avez au-dessous, là, infiltré de petits disques grisâtres, là, eh bien, ce sont des kystes à bradyzoïdes. Et vous imaginez que, je prends un peu d'avance sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais quand on parlera de transmission, et notamment de transmission par les tans et les stomox, par les mouches hématophages, vous imaginez bien que quand un tan va essayer de prendre du sang sur ce bovin, là, à gauche, eh bien, avant qu'il trouve le petit capillaire sanguin, en fait, ces pièces buccales vont traverser inévitablement des kystes à bradyzoïdes et ils vont donc souiller ces pièces buccales avec des éléments parasitaires. La suivante. Donc voilà, ce que je vais vous décrire maintenant, c'est la forme, on va dire, classique de la maladie avec la phase fébrile, la phase des œdèmes. Souvent, elles sont un peu associées, assez rapprochées l'une de l'autre. Parfois même, on les, on les regroupe. Et puis ensuite, il y a une phase un petit peu silencieuse qui peut durer des semaines avant la mise en place de la phase de sclérodermie, d'épaississement du derme. La suivante. Alors au départ, la bestnoitiose, dans ses tout premiers jours, parce que l'incubation probablement dure une petite semaine, la bestnoitiose va se manifester par de la fièvre, une hyperthermie soudaine, euh, très, très violente, à 41 degrés. Ça va durer 2-3 jours. On peut même parfois avoir des avortements
période-là. Et tout ça va être accompagné, diapo suivante, par un certain nombre de signes, comme vous le voyez ici sur ce bovin là, qui a été photographié en Ariège, où on voit du larmoiement. C'est un bovin qui, au pré, reste sous un arbre, qui rechigne à se mettre en plein soleil, donc il y a une certaine photophobie. Et il va présenter également un jetage séreux très très abondant. La suivante. Alors, avec cette phase dite de fébrile, euh, il y a une congestion de la peau et cette congestion va donner cet aspect très particulier ici, cet aspect zébré. Donc là, il ne s'agit pas encore d'épaississement de la peau ou du derme, hein, mais c'est de la congestion. Donc les vaisseaux sanguins sont congestionnés et ça donne cet aspect. Attention, quand on manipule ce bovin à ce moment-là, quand on pince la peau à cet endroit-là, il y a une grande sensibilité. La suivante. Et donc rapidement, on passe à la phase des œdèmes. Comme vous le voyez ici sur la photo de gauche avec un œdème des pâturons. Donc souvent ça se passe dans les régions déclives, mais ça peut aussi se retrouver au niveau de la tête, avec ce qu'on appelle nous la tête d'hippopotame. C'est ce qui a donné son nom l'anasarque chez nous dans le sud de la France. Et cet œdème peut aussi se localiser au niveau, comme vous le voyez à droite là, sur les testicules. Et ces œdèmes, pourquoi il y a œdème? Bien parce qu'en fait, le parasite qui s'est multiplié dans les vaisseaux sanguins va provoquer une inflammation de ces vaisseaux sanguins, une vascularite, et c'est ça qui entraîne la fuite de liquide dans les tissus. Alors la suivante. Voilà, on va retrouver notre bovin de tout à l'heure. Vous voyez que il nous a servi ce bovin finalement pour illustrer à la fois la phase fébrile et la phase des œdèmes, tellement elles sont parfois indissociables l'une de l'autre. Et suivante. Et là, on a un exemple, vous voyez, autour des cercles rouges, là, vous voyez le fanon qui, en fait, présente une collection d'eau, en fait, qui s'est accumulée à cet endroit-là. Donc, voilà un bovin qui est en phase des œdèmes. La température a bien baissé. Là, souvent, ils reprennent un peu d'appétit à ce moment-là. Mais on voit très clairement ces œdèmes. Et parfois, c'est tellement tendu, la peau est tellement tendue par les œdèmes qu'il va se passer la suivante. Voilà, que parfois le bovin, en se couchant, eh bien, il va y avoir des déchirures cutanées et vous retrouvez ces lésions. Là, c'est des photos qu'on avait prises il y a quelques années sur des vaches au braque dans le sud de la région Occitanie. Et vous voyez que là, l'éleveur, quand il a vu ces manifestations, là, il était absolument, absolument paniqué, là. Alors, la suivante. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que, notamment euh, chez les taureaux, on va avoir dès cette phase-là des signes tout à fait particuliers avec l'œdème des testicules, des indurations et des zones déjà de nécrose qui se forment. Vous voyez en bas là un testicule qui est coupé en deux et il y a des petites flèches noires qui vous indiquent des endroits plus clairs. Eh bien, en fait, c'est tout simplement des zones de nécrose. Et ça veut dire que là, on va avoir dès ce moment-là, avec la fièvre, avec ces zones de nécrose dans le testicule, on va avoir un impact sur la capacité de production et donc sur la qualité du sperme de ces taureaux. Et chez les vaches, vous voyez, il y a une chose aussi que les observateurs avertis nous rapportent assez souvent, c'est que sur les trayons, vous avez un anneau violacé qui se manifeste, qui est bien présent ici. Vous voyez au bout de ma flèche blanche là sur la photo en bas à gauche. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on voit assez fréquemment dans les cas de bestiomycose bovine. Alors, la suivante.
Pour revenir à mon taureau là, de tout à l'heure, avec ces zones de nécrose, eh bien en fait, vous allez avoir un impact sur les spermatozoïdes. La photo que vous voyez en haut à gauche, c'est un spermatozoïde normal de taureau. Et en bas à droite, vous avez des spermatozoïdes modifiés. Vous voyez qu'il leur manque le flagelle, tout simplement. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, votre taureau va être infertile. Cette infertilité, c'est assez difficile de se prononcer sur le pronostic parce que parfois elle peut être passagère, ça veut dire que c'est un cycle ou deux de spermatogenèse qui est impacté, et ensuite le taureau va pouvoir reprendre une fonction normale, mais hélas, parfois vous allez avoir une infertilité définitive. Suivante. Alors on arrive ensuite, mais après une phase silencieuse qui va durer plusieurs semaines, on va avoir une phase dite de sclérodermie, c'est-à-dire en fait, d'hyperkératose et de perte de poils. Vous allez avoir ici une peau épaissie et ce qu'on appelle l'éléphantiasis, c'est-à-dire la peau d'éléphant. Alors, si vous entendez miauler, c'est ma chatte qui vient d'arriver là, et elle me met un peu le bazar. Suivante. Alors, au début de la phase de sclérodermie, on voit effectivement apparaître des signes tout à fait caractéristiques. Ça peut être des crevasses, notamment sur les membres postérieurs. On peut avoir des manifestations sur les trayons. On peut avoir, comme ici, vous voyez sur cette vache, ici sur les flancs, le bas des flancs, on commence à voir des zones de peau épaissie. Alors la suivante. Et puis, bon, parfois, on peut arriver à cet état terminal où vous pouvez avoir des placards de peau qui vont se détacher, se décrocher. Euh, les anciens disaient que dans cette phase de sclérodermie, la peau peut s'exfolier comme l'écorce des platanes. Vous voyez, donc cette expression. Et là, on peut avoir des surinfections bactériennes. Il y a une perte d'état qui est très rapide et souvent, bah, ça conduit à l'euthanasie. Alors, la suivante. Voilà, vous avez ici deux exemples de sclérodermie avancée. Alors, à gauche, c'est une génisse aubrac qui a fait une phase de fébrile et des œdèmes au mois d'août et que j'ai photographié là, au mois de novembre. Donc, vous voyez, là, il s'est passé plusieurs mois entre la phase fébrile et vraiment la mise en place des kystes dans le derme. Et puis, le bovin que vous voyez à droite, là, c'est un animal que l'on avait vu au tout début du diaporama sur les phases cliniques. 3 mois après, voilà dans quel état il est. Cachectisation, surinfection bactérienne, et là, ben, il n'y a plus rien à faire, quoi. Alors, la suivante. Une des manifestations caractéristiques de la bestnoitiose bovine, c'est la présence de kystes sur la sclère oculaire, c'est-à-dire sur le blanc de l'œil. Alors, ce que vous voyez là, ce sont comme des petites têtes d'épingle un peu brillantes, un peu blanches là. Eh bien, tout ça, ce sont des kystes qui sont plus ou moins collés les uns aux autres. Alors, ce n'est pas une manifestation, on va dire, qu'on va retrouver dans tous les cas, mais quand on voit ça, puis associé à d'autres signes, ça fait quand même beaucoup, beaucoup penser à la bestnoitiose. Donc voilà, j'ai passé peut-être un petit peu de temps, mais c'est important que tout le monde puisse bien avoir en tête les signes cliniques de cette maladie parce que il faut pouvoir la détecter le plus rapidement possible. Il faut se dire, tiens, ce tableau clinique que je vois, il me fait penser à de la bestnoitiose bovine. Il faut que je demande une confirmation pour le diagnostic. Alors la suivante. Là, je vous ai montré des cas cliniques, c'est-à-dire ce qui se passe quand on est sur la partie émergée de l'iceberg. Mais qu'en est-il
de tous les bovins qui sont infectés, ou en tous les cas qui sont séropositifs, et qui ne présentent, qui n'ont jamais présenté de signes cliniques. Alors ça, c'est un travail qui peut-être a pas été suffisamment mené à grande échelle. Il y a quelques papiers, celui que vous voyez là en bas de nos collègues italiens, qui ont essayé finalement de comparer les productions, la fertilité entre des vaches laitières séropositives, donc qui ont été exposées aux parasites, et des vaches laitières du même troupeau, mais séronégatives. Et en fait, ils ont conclu que dans la mesure où là, ces vaches étaient donc avec une infection asymptomatique, on n'arrivait pas à mettre en évidence d'impact très fort sur la fertilité ou sur la production laitière. Alors ça reste une étude, ça reste un contexte particulier. Peut-être que dans d'autres situations, ça se présentera différemment. Mais enfin, voilà les éléments dont on dispose. Alors, on va passer à la suivante. Je vais rapidement vous parler quand même de la transmission du parasite, parce que ça, c'est important à comprendre pour quand on va évoquer tout à l'heure les mesures de contrôle, les mesures de lutte, d'assainissement. D'abord, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait qu'il n'y a pas de transmission verticale, donc de la vache au veau. On n'est pas dans le cas de la néosporose. Pourtant, Neospora caninum, c'est un parasite assez proche de Besnoitia mais pour l'instant, on n'a pas de preuve de transmission verticale. Donc, le petit veau qui naît d'une mère séropositive, eh bien, lui, il naît non infecté. Si on fait une prise de sang sur ce veau juste avant la prise du colostrum, il est séronégatif. Et lorsqu'il va avaler du colostrum de sa mère, il va devenir séropositif pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Mais donc, il n'y a pas de transmission verticale, puisqu'après, ce petit veau, une fois qu'il aura éliminé les anticorps colostraux, il va redevenir séronégatif. On sait qu'il n'y a pas de transmission non plus par le sperme, et la transmission, c'est essentiellement une transmission vectorielle qu'on va décrire maintenant. Alors, cette transmission vectorielle, elle est très particulière. Elle ne ressemble en rien à ce que on vous a expliqué pour la MHE ou la FCO, ou le petit moucheron qui transmet les virus de la MHE ou la FCO. C'est un moucheron qui reste infecté toute sa vie. Là, rien de tel. En fait, les mouches hématophages, donc les tans ou les stomox, agissent uniquement comme une seringue souillée, c'est-à-dire qu'ils viennent tremper leur pièce buccale dans la peau d'un bovin à gauche là, qui est rouge là, et qui est porteur de kyste. Et quand ce repas de sang est interrompu par un mouvement de défense de l'animal, eh bien, cette mouche, ce tan, il va essayer de compléter son repas de sang souvent immédiatement sur un bovin à côté, un ver non infecté, et c'est donc comme une seringue volante, une seringue souillée volante qui vient contaminer le bovin vert que vous voyez à droite. Donc cette transmission vectorielle qu'on appelle mécanique, parce qu'il n'y a aucune évolution, aucune persistance du parasite chez le vecteur, eh bien ça, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une proximité entre le bovin rouge et le bovin vert. Il faut qu'il y ait une très forte charge parasitaire du bovin infecté pour que cette transmission soit très efficace. Et enfin, il faut beaucoup de vecteurs, l'abondance des vecteurs. Et quand vous alignez ces 3 facteurs, eh bien, vous vous mettez dans une situation à risque. Diapo suivante. Alors, c'est vrai que là, comme c'est une maladie vectorielle, il y a une certaine saisonnalité des cas cliniques, hein. C'est quand même bien centré sur les mois, on va dire, de printemps, été, automne. Euh, hmm, on a quand même l'impression qu'on commence à avoir des cas cliniques un peu toute l'année. Euh, c'est peut-être dû à une activité vectorielle, au moins en Picardie, je ne sais pas, mais sur la région toulousaine, ça c'est clair. Il y a une activité vectorielle, en particulier des stomox qui s'installent maintenant sur pratiquement toute l'année. Il n'y a qu'un mois ou 2 grand maximum d'interruption de transmission, quoi. Puis enfin, il peut y avoir des choses qui se passent en bâtiment, hein, en fin d'hiver. Ça, c'est la photo suivante là.
normalement, voilà, ou là, à l'intérieur des bâtiments, comme ici, vous voyez au fond là, du bâtiment, vous voyez une fumière intégrée. Alors ça, c'est parfait. Ça veut dire que tout le cycle va pouvoir se faire à l'intérieur de ce bâtiment. Au fond, avec le tas de fumier, vous avez la nurserie à Stomox. Et ensuite, les bovins qui sont là à la tâche, là, eh bien, ils vont servir de repas de sang pour, et donc la transmission se fait de façon assez euh, facilement dans ces conditions-là. La suivante. Bien, alors on sait que, voilà, je rappelle, hein, parce que ça c'est quand même quelque chose de très très important, c'est que le, le parasite, et a fortiori son ADN, ne persiste que quelques heures sur les pièces buccales du stomox. Donc vraiment, il n'y a pas de persistance du parasite chez le vecteur, contrairement à ce qui se passe avec la FCO et la MHE. Photo suivante. Voilà, alors ici, vous avez, bon, je me suis amusé à faire des photos de Stomox en train de prendre des repas de sang sur mes bovins à l'école. En fait, ce repas de sang, il dure normalement 2-3 minutes à peine, mais il est souvent interrompu par les mouvements de défense des animaux. Et donc, quand le stomox ou le temps est gêné et empêché dans son repas de sang, eh bien, il va s'envoler et puis il va essayer de compléter son repas de sang immédiatement, quoi. Il ne veut pas attendre et il va compléter. Et la photo suivante, ça c'est une photo qui est très importante à comprendre, c'est que lorsque vous voyez la cible, au milieu, vous avez un bovin avec trois petits plus, là. Bon, imaginons que ce soit le bovin fortement contaminé avec beaucoup de kystes dans la peau. S'il y a des stomox qui viennent se poser sur lui et qui prennent un repas de sang, eh bien, l'animal va réagir, il va se donner un coup de queue, un coup de tête, le stomox va s'envoler et la probabilité de complétion du repas de sang, vous voyez, eh bien, elle est forte à proximité immédiate. Et plus on s'éloigne de cette source-là du bovin avec plus, eh bien, moi, la probabilité de complétion du repas de sang est importante. Ce qui veut dire que si on met de la distance entre des bovins infectés et des bovins sains, eh bien, on diminue quand même les risques de transmission de la bestnotiose bovine. La diapo suivante. Ce qui veut dire que si on met tout bout à bout, le comportement trophique des vecteurs, je complète mon repas tout de suite, la faible persistance du parasite chez ceux-ci, ça veut dire que la transmission du parasite, elle est effective, elle est efficace, elle est massive sur de courtes distances. Donc ça veut dire que la contamination intra-troupeau va être intense. En revanche, la transmission à longue distance entre troupeaux, imaginons deux fermes qui soient à 5 km de distance, il n'y a plus de transmission. Le seul cas possible de transmission entre troupeaux, ça veut dire que c'est deux troupeaux qui sont sur des parcelles contiguës avec des animaux présents au même moment sur ces parcelles en été au moment où il y a beaucoup de vecteurs. Et effectivement, là, on est d'accord que les tans et les stomox ne connaissent pas les clôtures, hein. Donc, finalement, qu'est-ce qui explique que l'extension de la maladie dans notre pays et puis son apparition dans d'autres pays? C'est pas le déplacement des vecteurs. Ça, on le voit avec la FCO, on le voit avec la MHE, mais pas avec la bestnotiose. Ce qui explique l'extension de la maladie, c'est le déplacement des bovins infectés. Donc c'est le camion rouge que vous voyez là, qui apporte un animal porteur, et ensuite il y a une dissémination, une transmission locale qui est assurée par les insectes hématophages qui sont déjà prépositionnés dans la ferme d'accueil. Photo suivante, diapo suivante, et c'est ce qui explique aussi pourquoi, mais tout d'un coup, il y a eu des observations de cas de bestnotiose bovine dans d'autres pays européens. Et là, hélas, mille fois hélas, quand même, on n'est pas les seuls fautifs, mais enfin,
on a quand même une part de responsabilité dans on va dire, euh, l'exportation de bestiaux bovines en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Hongrie. Tout ça sont des cas qui sont bien décrits et qui mettent en évidence effectivement des épisodes de bestiaux bovines dans ces pays d'accueil suite à l'introduction de bovins infectés français. La suivante, s'il vous plaît. Bon, et je vais terminer là-dessus. Parce que si on veut contrôler cette maladie, il nous faut des outils de dépistage. On a bien vu que on a des bovins en phase clinique, mais finalement, ça représente une faible proportion des bovins exposés et infectés. Donc, on a besoin d'aller détecter des porteurs asymptomatiques. Et pour cela, eh bien, on a plusieurs outils. On a des outils ELISA, on a des outils Western Blot, donc ça c'est de la sérologie, et puis on a aussi des outils PCR. Alors là, sur cette frise temporelle, je vous ai mis tout à fait à gauche là, la primo-infection, c'est le T0, c'est-à-dire c'est le moment où le bovin est au contact pour la première fois avec ce parasite. On a vu pendant la première semaine, il ne se passe pas grand-chose. Là, on a du mal à voir quoi que ce soit. Ensuite, vous avez la phase d'hyperthermie et des œdèmes. Vous vous rappelez celle avec le larmoiement, avec la photophobie, avec les œdèmes en région déclive et tout ça. Bon, ben là, comme ça se passe très peu de temps après la primo-infection, après la première exposition, la sérologie n'est pas encore efficace pour détecter ces cas de phase d'hyperthermie des œdèmes. Donc là, il faut plutôt recourir à des examens de type PCR dans le sang. Alors vous voyez que j'ai mis des points rouges, là, il y a 4 points rouges à côté de PCR 100. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que à certains moments de cette phase d'hyperthermie, on peut détecter le parasite dans le sang, mais qu'à d'autres périodes, toujours là dans ce créneau semaine 2, semaine 3, on peut avoir des examens PCR 100 négatifs. Alors ça, c'est embêtant. On aimerait bien que ce soit plutôt continu, qu'il y ait du rouge partout, quoi. Mais ce n'est pas le cas. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça veut dire qu'un examen PCR 100 sur une phase d'hyperthermie et des œdèmes, quand il est positif, c'est un diagnostic de certitude. Quand vous avez une PCR 100 sur une phase d'hyperthermie et des œdèmes qui est négative, ça n'exclut pas la bastnoïdiose bovine. Ensuite, vous voyez qu'on arrive sur semaine 3, semaine 4, et là, on commence à avoir suffisamment d'anticorps pour détecter l'infection à Besmantia. Alors, le Western Blot est un petit peu plus précoce que l'ELISA. Vous voyez qu'on a semaine 4, semaine 5, déjà les tests sérologiques commencent à être bien positifs, et puis ça peut se poursuivre pratiquement toute la vie de l'animal. Bon, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on a fait quand même beaucoup de progrès en termes de kit ELISA. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Et puis il nous reste un dernier examen, puisqu'on a des bradyzoïdes dans des kystes dans le derme. Eh bien, on peut faire aussi pour notamment dépister des animaux qui sont très contaminés, qui sont porteurs de lourdes charges de kystes dans leur derme. Eh bien, on peut faire de la PCR sur une biopsie cutanée. Alors là, vous voyez que sur la ligne PCR-PO, je vais la décrire un petit peu plus précisément, parce que ça va nous servir pour la suite. Vous voyez que pendant la phase d'hyperthermie des œdèmes, une PCR-PO peut être aussi positive. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement des capillaires sanguins qui sont pris dans la biopsie cutanée, et donc parfois on peut avoir un résultat positif. Ensuite, vous voyez, il y a la phase silencieuse. Les kystes sont encore tout petits et ils sont en formation. C'est pas la meilleure phase pour dépister la bestiose sur une PCR peau, parce qu'il n'y a pas encore peut-être suffisamment de matériel parasitaire.
Et ça viendra un petit peu plus tard, lorsqu'on arrive vraiment dans la phase d'état de la phase chronique, où là, bah, chez les animaux qui sont vraiment qui sont porteurs d'un grand nombre de kystes, là, la PCR peau, elle est positive et elle est souvent positive pour de très longs moments. Alors, on parle alors des mois, ça c'est sûr, peut-être aussi des années, même si on l'a vu encore récemment, il y a quelques animaux qui peuvent se négativer au bout de plusieurs années. Mais globalement, ça reste des animaux, ceux qui sont ELISA positifs, PCR positifs, qui sont potentiellement des individus à fort potentiel de contamination pour leurs congénères sains du troupeau. Et voilà, je crois que j'ai beaucoup dépassé. Donc je vais m'arrêter là et je vais prendre vos questions. Merci, monsieur Jacquier. Bon, on n'est pas trop mal en timing, ça va. Hum, Sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Aïe. Donc j'en profite pour rappeler que voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai Voilà. déjà endormi tout le monde. Non, non, on n'espère pas. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, du coup, bah, je propose, Christophe, que tu poursuives. Et puis, monsieur Jacquier, il y aura probablement des questions qui reviendront au fur et à mesure. On vous redonnera la Hum. parole à ce moment-là. Bonjour, Christophe Lax, c'est donc FRGDS Occitanie. Je vais vous parler moi un peu plus de la gestion de la maladie. Donc faire peut-être quelques rappels par rapport à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Je te laisse avancer. Donc juste un petit rappel par rapport à ce qu'a dit Philippe. Donc il a déjà présenté les différentes sources de contamination. Donc, il y a différents risques au niveau de ces sources. Donc, comme l'a dit Philippe, le fait que les animaux soient mélangés va présenter un risque. Donc, on peut avoir un risque au moment des transports si on mélange un animal infecté, un animal sain, mais le risque est relativement faible. On va monter un peu plus sur le voisinage, comme l'a expliqué tout à l'heure, deux exploitations voisines, une exploitation touchée, une exploitation saine. Et ensuite, on va passer sur les risques les plus élevés. Donc, les risques les plus élevés, c'est le fait de ne pas changer d'aiguille entre deux bovins, donc un bovin positif et un bovin négatif. Et les mélanges d'animaux, donc les estives chez nous, qui sont vraiment une grosse source de contamination pour les cheptels sains, puisqu'on mélange des animaux et qui vont rester vraiment ensemble sur des lots. Et ensuite, au même niveau, l'introduction d'un bovin infecté qui va permettre à la maladie de se déplacer sur des longues distances. Et puis au moment des comices aussi, donc le risque est quand même assez limité, mais il y a plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte. La saison, le lieu et puis la durée. La durée du rassemblement peut présenter un risque aussi. Donc c'est pour ça que certains concours comices ont mis en place le dépistage de la westnotiose. Donc, au niveau des moyens de lutte, il y a différents moyens de lutte. Donc, on a la possibilité de traiter les animaux avec des produits médicamenteux, mais là, c'est très limité. Les traitements sont possibles uniquement en phase précoce, donc sur les 2 premières phases de la maladie, avant la mise en place de la phase d'œdème. Le taux de réussite, il est de l'ordre de 50 à 80%. Il est souvent mis en place chez des éleveurs qui sont très aguerris et qui voient arriver les signes assez rapidement. Donc, ils reposent sur un traitement avec des sulfamides à forte dose, avec en complément un traitement symptomatique, donc sur 5 jours environ. Mais ce traitement ne permet pas de blanchir les animaux, c'est-à-dire que les animaux resteront porteurs de kystes et donc contagieux pour le reste du cheptel, enfin contagieux, potentiellement contagieux pour les vecteurs qui vont attraper les parasites. Et il permet uniquement la disparition des signes cliniques. Donc l'idée, c'est d'améliorer la condition sanitaire de l'animal pour pouvoir l'engraisser et éventuellement le réformer. Et donc, le bovin reste porteur. Et derrière, il faut s'interroger sur le rapport coût-bénéfice-risque de conserver ce genre d'animaux dans le cheptel. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin disponible. Il n'y a pas de vaccin autorisé en France. Il existe des vaccins expérimentaux qui ont été mis en place en Israël et en Afrique du Sud, qui consistent à injecter des parasites vivants
donc ils sont très peu atténués. Et l'objectif dans ces pays est de protéger des animaux sains qui rentrent dans des cheptels qui sont considérés comme contaminés. Et de fait, ce n'est pas des vaccins pour éviter la circulation, mais vraiment pour protéger les animaux qu'on rentre et qui ont un statut sain. Et donc aujourd'hui, on a peu d'espoir d'avoir un vaccin commercialement disponible à court terme en Europe. Il y a d'autres moyens de lutte qui reposent sur la lutte contre les vecteurs. Alors, la lutte contre les vecteurs, le problème, donc on peut agir directement sur les animaux en faisant des insectisations. Alors, on a un problème de résistance, puisqu'on a observé de la résistance sur les stomox notamment, en particulier. C'est des opérations qui vont être coûteuses, avec une efficacité qui est quand même assez limitée dans le temps et un impact environnemental qui est relativement important. Et du coup, ces outils vont être plutôt utilisés en complément dans des plans de maîtrise pour traiter les animaux positifs et limiter la contamination des autres animaux par les vecteurs. Donc vraiment le cibler plutôt sur les bovins positifs, mais pas comme un traitement systématique pour gérer la maladie. Ensuite, l'autre possibilité au niveau de la lutte chimique, c'est la gestion des écosystèmes favorables, donc les gîtes larvaires des stomox. Donc, on va retrouver les fumiers, les refus fourragers, les abreuvoirs, les zones un peu boisées. Et comme l'a dit tout à l'heure Philippe aussi, donc l'importance d'éloigner les stockages de fumier des lieux de vie des animaux, puisque ça va être des lieux très favorables à la reproduction, aux larves des stomox et donc à la contamination, à la circulation de la maladie. Éventuellement, on peut utiliser sur ces différents effluents des larvicides, mais l'utilisation doit être relativement rigoureuse et répétée, donc aussi une efficacité un peu limitée. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux dispositifs qui sont en test, donc la lutte mécanique, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs de piégeage autour des animaux. Et l'objectif, c'est de maîtriser la population des vecteurs et de la limiter. Donc, on est aussi sur du bien-être animal, puisque dans certaines situations, la pullulation de vecteurs peut être assez désagréable pour les animaux, notamment l'étang. On avait vu des mises en place de pièges du style de ceux qui sont sur la photo dans la Loire-Atlantique, dans des zones humides, avec des piégeages très très importants de thym. Et l'idée, c'était de mettre ces pièges sur des parcelles où les animaux positifs étaient tous rassemblés, et pour éviter que les vecteurs qui se contaminent éventuellement sur les bovins positifs, qui avaient des kystes, ne se déplacent vers les animaux négatifs. Donc voilà pour les moyens de lutte qui sont quand même assez limités pour vraiment lutter contre la maladie. Et de fait, on est plutôt sur des stratégies d'assainissement qui vont reposer sur des réformes d'animaux. Donc la suivante. Donc voilà les stratégies de maîtrise. Je vais vous présenter un peu les différentes stratégies. Alors d'abord, les stratégies reposent sur la prise en compte des différents types de bovins qu'on va retrouver dans l'élevage infecté. Donc il faut se souvenir de ce que montrait tout à l'heure Philippe avec un bovin qui va être contaminé au départ. Donc on va avoir différents types d'animaux dans un cheptel tout infecté. Donc on va avoir les animaux séronégatifs qui n'ont pas été du tout contaminés. Et dans la population des animaux qui ont été piqués, on va retrouver les animaux qui expriment la clinique, donc qui vont être les animaux qui sont au-dessus de l'iceberg, que montrait tout à l'heure Philippe. Et sur la partie basse de l'iceberg, on va retrouver deux types d'animaux, donc des animaux qui sont asymptomatiques. Donc on va les retrouver séropositifs. Et on va avoir en jaune les animaux qui ne vont pas avoir de kyste sur la peau. Et en orange, des animaux qu'on va retrouver, donc qui n'auront pas fait de clinique, mais par contre qui auront quand même des kystes sur la peau. Et donc ces animaux, les oranges, donc qui n'ont pas fait de symptômes, et les cliniques, on va les considérer comme très contagieux, enfin contagieux pas directement, mais ils vont héberger des kystes avec du parasite, et ils vont pouvoir être vecteurs de la maladie via les insectes. Donc on les appelle super spreaders. Donc c'est des animaux qui vont représenter un risque important de contamination et qu'il va falloir réformer prioritairement. Je te laisse continuer. Donc au niveau de la gestion de la maladie, on va avoir une première phase qui va consister à dépister l'ensemble des animaux de plus de 6 mois. Et selon la prévalence, donc le nombre d'animaux séropositifs dans le cheptel, on va proposer différentes stratégies d'assainissement aux éleveurs. Si le nombre d'animaux séropositifs est faible, on va considérer à l'éleveur de les réformer rapidement tous. Si elle est moyenne, donc ça c'est vraiment à voir avec l'éleveur en fonction de ses capacités de réforme.
Donc, la prévalence est moyenne avec une possibilité pour l'éleveur de gérer des lots séparés, l'idée, avec une élimination progressive des séropositifs, c'est d'isoler les animaux séronégatifs qui n'ont jamais été piqués par des insectes porteurs et ceux qui sont séropositifs. Donc, avoir des lots séparés rigoureux. Et ce qui est très important, c'est d'éliminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, très rapidement les animaux qui ont fait de la clinique, donc les bovins noirs sur les schémas. Donc, on va rassembler nos séropositifs à une distance au moins de 300 mètres des bovins séronégatifs, avec pour objectif de les réformer assez rapidement. Et l'idéal, comme le disait tout à l'heure aussi Philippe, c'est éventuellement de prévoir en hiver, de pouvoir séparer aussi les animaux selon les zones dans lesquelles on se trouve, les zones géographiques, parce que le risque de contamination en hiver est de plus en plus observé. Ensuite, on va se retrouver sur des prévalences fortes, donc avec un nombre de bovins relativement important, plus de la moitié du cheptel. Donc, on va prendre en compte le contexte de l'élevage. Soit on est en contexte relativement défavorable à l'assainissement avec pratique de la transhumance, un voisinage contaminé. Donc, on va être sur soit vivre avec la maladie, soit avoir une stratégie collective avec le voisinage pour essayer de partir sur un assainissement collectif. Soit on a un contexte qui est favorable à l'assainissement, mais avec une séparation impossible en deux lots, parce que le nombre d'animaux est trop important, donc les pratiques ne le permettent pas. Donc l'idée, ça va être de réduire les risques de circulation de la maladie en réformant les porteurs de kystes. Donc comme tout à l'heure, importance de réformer très rapidement les bovins qui sont cliniques parce qu'eux sont très porteurs. Et ensuite, l'idée, c'est d'identifier donc la population d'animaux séropositifs qui portent des kystes, donc ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, les oranges. Et pour les identifier, ces animaux, on va procéder au test dont parlait tout à l'heure Philippe, qui consiste à prélever de la peau sur l'animal et voir si on retrouve du parasite au niveau de la peau, donc au niveau d'éventuels kystes, donc par de la recherche d'ADN, par une PCR. Je te laisse poursuivre. Donc au niveau de ce test PCR de peau, donc c'est un test qu'on a mis en évaluation dans les années en 2017 avec l'école vétérinaire de Toulouse. Donc c'est un projet qu'on a mis en place en partenariat en cofinancement avec GDS France. Donc l'idée, comme vous le voyez, c'est de prélever à la base de la queue une petite partie de peau à partir d'un punch de 8 mm. Donc ça équivaut à une lame de scalpel circulaire qui permet de prélever une carotte de peau. Et c'est sur cette carotte de peau qu'on fait la recherche d'ADN du parasite. Je peux avancer. Donc, comme je le disais, on a mis en place la première phase de l'étude de 2017 à 2019 avec 16 cheptels qui étaient suivis et une seconde phase d'étude de 2019 à 2023 avec une dizaine de cheptels suivis. Sur la première phase, on a été confronté à quelques problèmes par rapport au suivi des éleveurs parce qu'il n'y avait pas forcément une réforme des animaux séropositifs porteurs de kystes, donc PCR+. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place une deuxième phase, avec une contractualisation un peu plus importante des éleveurs pour pouvoir justement suivre l'évolution avec la réforme des animaux séropositifs porteurs de kystes. Tu peux passer à la suivante. Donc, au niveau de la localisation, donc des 15 cheptels, vous voyez, ils sont un peu partout en France. Et on avait deux cheptels mixtes. Donc, on a une 15 cheptels pour quasiment 1000 bovins séropositifs qui ont été prélevés. Et donc, sur les prélèvements qu'on a réalisés, les prélèvements de peau, puisque ça fait quand même un trou qui est quand même sur les premiers prélèvements, c'est presque un peu choquant le trou qu'on fait dans le cuir de l'animal. Mais sur les quasiment 1000 bovins qu'on a prélevés, on n'a jamais observé de complications sur les animaux. Je te laisse avancer. Donc, au niveau de ce que je disais tout à l'heure sur les cheptels donc, que l'on avait suivi, on a une première phase qui consiste à faire une sérologie sur tous les bovins du cheptel. Et donc, ces bovins, ensuite, on les sépare en deux populations, comme je le disais tout à l'heure, les séronégatifs d'un côté et les séropositifs de l'autre. Et donc, sur les séropositifs, on prélève tous ces bovins avec un biopsie cutanée et on réalise le test de PCR. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est les résultats donc pour les 971 bovins prélevés dans les 15 troupeaux et pour le résultat de PCR. Donc les négatifs, ce que vous voyez négatifs, ce sont des bovins séropositifs, mais négatifs sur la peau. Donc la majorité, on est à 70% de bovins donc, qui sont séropositifs
et négatif sur la peau. Et ensuite, on va retrouver des bovins. Donc les jaunes, c'est des bovins qui sont avec un résultat qui est intermédiaire, puisqu'on considère que il faut voir qu'on est en décroissant, hein. Plus le nombre, donc c'est le nombre de cycles, plus le nombre de cycles est élevé, moins on retrouve de parasites, plus le nombre de cycles est faible, plus on a de parasites. Donc sur les 36, 39 et 39, 40, donc on a 15% d'individus qu'on va considérer un peu comme douteux. Et donc on est sur 13-14% de bovins qui sont considérés comme relativement contagieux avec des kystes et qu'il faut éliminer. Donc ça veut dire qu'on a quand même permis de réduire le nombre de bovins réformés à 14% des bovins séropositifs. Donc ça, c'était pour l'ensemble des bovins, sachant qu'après, donc il y a une petite diapo qui vous présente pour quelques élevages. Qu'est-ce que c'est? Oui, je la mettrai après celle-là. Mais moi, la suivante, est-ce que tu l'as? Allez, un suivant. Ouais, celle-là, voilà. Ça vous présente sur 6 cheptels, donc les différentes situations dans lesquelles on se retrouve. Donc les bovins qui ont un résultat en dessous de 36 cycles sont considérés comme à éliminer, et on voit qu'on a une part variable qui peut aller de 9% en haut à droite à quasiment 30% en haut à gauche. Donc on a vraiment une situation qui est variable selon les cheptels, qu'on ne sait pas expliquer. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe. On ne sait pas pourquoi un bovin qui est contaminé une première fois suit une trajectoire d'exprimer la clinique ou d'exprimer des kystes, mais on observe dans les cheptels que c'est variable. Donc il y a des éleveurs qui vont avoir moins d'animaux réformés que d'autres, mais globalement, on est en dessous de 30% et on est en moyenne à 14%. Donc des bovins séropositifs à réformer puisque porteurs de kystes. Et tu peux revenir sur la précédente. Donc là, c'est une fois qu'on a fait le dépistage des premiers animaux. Donc comme je disais, on fait le prélèvement sur les séropositifs pour connaître le statut super spreader. Donc ensuite, l'idée, c'est de conseiller rapidement aux éleveurs d'éliminer ces individus super spreaders. En particulier, au moins les mettre à l'écart du troupeau. Ce qui est important de préciser, que je n'ai pas précisé, c'est le dépistage sérologique initial. Il est important de le faire donc en décembre, janvier, février, dans une période hivernale durant laquelle on considère que l'activité vectorielle est la plus faible, afin d'avoir une photo la plus fiable possible, puisque comme vous l'a dit Philippe, sur les tests sérologiques, on a un délai d'à peu près 4-6 semaines. Donc ça veut dire qu'un bovin contaminé ne va exprimer la maladie au niveau de sa sérologie que 4-6 semaines après. Donc l'idée, c'est de le faire vraiment à une période où il n'y a plus de circulation vectorielle depuis au moins 4-5 semaines, pour être sûr d'avoir une image fiable. Donc l'ensemble des bovins de plus de 6 mois, aussi l'idée, c'est de ne pas avoir la séropositivité qui est liée à la mère. Donc une fois qu'on a fait ces prélèvements, donc conseiller aux éleveurs d'éliminer les super spreaders, et ces tests doivent être mis en place avant la mise à l'herbe, puisque l'importance, c'est que l'éleveur puisse faire ses lots avant la mise à l'herbe, surtout s'il conserve quelques super spreaders pour les engraisser ou parce que c'est une mère qui allait encore. Donc l'important, c'est de les mettre le plus loin possible des autres animaux. Et donc ensuite, les étapes vont reposer sur une surveillance clinique assez accrue des bovins pour identifier assez rapidement les bovins qui exprimeraient des phases dont a parlé Philippe tout à l'heure. Et ensuite, une surveillance clinique, donc une surveillance sérologique, pardon, qui va être faite 1 à 2 fois par an, donc sur les individus séronégatifs, qui est au contrôle précédent, et sur les individus du pré-troupeau qui n'avaient pas été contrôlés précédemment. Et cette surveillance sérologique peut être remise en place donc 2 fois, on dit 2 fois, ça peut être 1 fois avant l'entrée à l'étable, pour éventuellement, s'il y a eu circulation, commencer dès l'automne à orienter les animaux et à envisager une réforme, puisque ça peut permettre à l'éleveur pendant l'hiver de préparer ses animaux et de les réformer. Et donc ensuite, c'est le prélèvement de choix qui est indispensable, c'est celui qui est fait en hiver, comme je disais tout à l'heure, janvier-février, puisqu'un prélèvement qui va être fait à l'automne en septembre-octobre ne sera pas totalement fiable sur le statut des animaux négatifs si la maladie a continué à circuler pendant l'hiver.
Et donc voilà, en cas de séroconversion, éventuellement, donc on va contrôler les animaux du lot si on a une séroconversion. Donc si on imagine qu'on a un animal qui est retrouvé clinique dans un lot d'animaux ou pas, auprès, l'idéal c'est quand même de recontrôler l'ensemble des animaux du lot et les animaux positifs de faire une biopsie cutanée. Donc ça c'est pareil pour les surveillances qui vont être faites au cours de l'année. Tout animal qui exprime une sérologie positive est recontrôlé en biopsie cutanée pour connaître son statut super spreader ou non et l'éliminer assez rapidement. Donc la suivante, s'il te plaît. Voilà, celle d'après. Donc là, je vous ai mis 2 exemples sur les 15 cheptels qu'on a suivis. Donc là, c'est un peu la situation idéale. On était sur un cheptel avec 38 séropositifs et 18 séronégatifs. Donc les 38 séropositifs qui ont été testés, on a trouvé 4 séropositifs PCR+, et un séropositif PCR douteux. Donc les PCR douteux, dans l'étude, on les considérait comme positifs, on conseille aux éleveurs de les éliminer. Donc là, l'éleveur les a éliminés assez rapidement. Et donc, on n'a pas observé de nouveaux positifs. Et le cheptel est resté. Donc, ça lui a permis petit à petit, sur 3 ans, d'augmenter son nombre de bovins séronégatifs. Pardon. Alors, en 2023, il a trouvé un bovin Western blot positif, mais qu'il a réformé avant de connaître le résultat de PCR. Et en 2024, il n'a pas eu de nouveaux positifs non plus. Et ensuite, un cheptel sur lequel le dépistage a été un peu plus compliqué. Donc, c'est un cheptel d'un allié avec donc une situation initiale qui était connue chez l'éleveur, mais qui avait évolué en première année d'études, avec donc 45 bovins. Donc, avec les nouveaux, on se retrouve avec 54 bovins séronégatifs et des nouveaux positifs parmi ces séronégatifs, donc 9 nouveaux bovins séropositifs, dont 3 PCR+. Et parmi la population qui était assez importante de bovins séropositifs, il avait retrouvé 18 séropositifs PCR+. Donc vous pouvez imaginer que le nombre de bovins à éliminer, à réformer, qui était de 21, était quand même assez important. Donc pas forcément facile en première année, et avec aussi une situation sur laquelle l'éleveur a conservé les animaux un peu trop longtemps avant de les réformer, surtout près des animaux séronégatifs. Et donc avec une circulation de la maladie qui s'est poursuivie sur l'année 2, sur l'année 3, avec malgré tout une diminution du nombre de bovins séropositifs porteurs de kyste, donc PCR+, et qui lui a permis en 2023 de quand même pas mal limiter et de retomber à 6 bovins séropositifs PCR+. Donc ce schéma-là illustre quand même la rigueur qu'il faut avoir au niveau du suivi par l'éleveur sur l'élimination ou au moins l'isolement rapide, la réforme ou au moins l'isolement rapide des bovins séroplus PCR+, sachant qu'il y a des situations, des fois, alors on a eu une situation où on a un bovin que l'on avait retrouvé PCR-, et que l'on a recontrôlé parce qu'on avait une circulation de la maladie qui se poursuivait, qui était un peu inexplicable, et que l'on a retrouvé PCR+ à la suite de différents tests. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est un bovin qui a vraiment changé de statut? Est-ce que c'est un bovin qu'on a contrôlé trop tôt et qui n'avait pas encore mis les kystes? Mais donc, il existe quand même, enfin, on reste sur des analyses, donc il existe quand même des situations dans lesquelles on peut avoir un bovin qui change de statut, et donc il faut avoir une attention particulière lors de la mise en place de ces plans d'assainissement pour avoir un bon accompagnement et se poser les bonnes questions quand on voit que la stratégie échoue, et pour arriver à identifier les éventuels points qui font que la circulation continue. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, je vais vous présenter un peu rapidement. Donc chez nous, au niveau de la région, donc comme l'a dit Philippe, on est quand même une des premières régions où la maladie a été identifiée, avec des situations qui n'étaient pas connues jusqu'en 2022-2023. Donc on savait que la maladie était présente, mais pas vraiment à quel niveau. Donc l'idée, c'était un peu de faire un dépistage généralisé au niveau de la région pour avoir une idée de la répartition de la maladie sur le territoire. Donc je te laisse avancer. Donc le constat, c'est qu'il y avait une préoccupation grandissante au niveau national par rapport à cette maladie, avec des contrôles introduction orientés systématiques mis en place dans plusieurs départements au niveau national, avec un peu le fait de dire la région Occitanie, c'est les pourvoyeurs de la maladie, et du coup l'idée pour nous de sensibiliser aussi les éleveurs, avec une sollicitation aussi des départements proches de la région, et donc du coup de nos éleveurs à nous aussi, puisqu'ils étaient un peu interrogés par les éleveurs voisins sur leur statut, le statut de la région.
Donc l'idée, c'était d'avoir une position régionale, uniforme et puis liée à notre contexte et sensibiliser, profiter aussi de ce dépistage pour sensibiliser nos éleveurs au contexte national et aux exigences auxquelles ils pouvaient être confrontés lors d'envoi d'animaux ailleurs en France. Donc voilà, comme je dis, l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser nos éleveurs et nos partenaires, identifier les élevages négatifs dans la limite de dépistage qu'on a mis en place et les inciter à rester négatifs, accompagner les éleveurs positifs volontaires pour assainir et connaître un peu mieux la répartition sur notre territoire et tester aussi les outils sérologiques à grande échelle. Donc ça, c'est rapidement vous expliquer un peu comment on a procédé. Alors chez nous, on a des cheptels qui ne sont pas très gros. On est à 45 bovins de plus de 24 mois par cheptel. Donc du coup, l'idée, c'était de faire 2 sérologies de mélange par cheptel en allaitant sur les cheptels de plus de 10 bovins. Et au niveau laitier, de faire 2 laits de grand mélange sur la campagne. Donc, il y a eu différentes situations. Donc, les ronds bleus, c'est la majorité de situations. C'est les départements dans lesquels, au niveau des allaitants, 2 sérologies de mélange ont été faites sur les plus de 24 mois. Les ronds verts, c'est des départements qui ont décidé de faire la sérologie de mélange, mais sur l'ensemble des bovins, donc pas uniquement de sérologie de mélange. Et le rhum violet, donc c'est l'Aveyron qui a fait un mix un peu des deux. Ils ont fait 2 sérologies de mélange sur les bovins de plus de 24 mois, sur tous les cheptels et sur les sélectionneurs et les jeunes agriculteurs, l'ensemble des bovins en sérologie de mélange. Et en gris, c'est un département qui a fait un test sur des sérologies individuelles sur 10 bovins de plus de 24 mois. Donc, globalement, on est sur un coût de projet de 300 000 euros avec 250 000 euros d'analyse. Et on a eu recours à la caisse régionale de solidarité en santé animale pour mettre en place tous ces tests. Donc, ça a permis de mettre en évidence des zones qui sont très peu touchées, sur lesquelles les départements ont décidé de travailler pour limiter la circulation de la maladie, donc notamment avec la sensibilisation des éleveurs et le renforcement des kits à l'intro. Il y a eu un souhait du conseil d'administration de la FRGDS de ne pas diffuser les résultats et les cartes, et donc c'est chaque GDS qui est responsable de communiquer les données relatives au département, donc je ne vous montrerai pas de cartes. Et puis par contre aussi une volonté réaffirmée de ne pas aller vers une politique d'éradication au niveau régional, laisser aux éleveurs le choix de leur stratégie. Et globalement aussi, un besoin de données économiques par rapport à nos éleveurs qui vivent avec, puisqu'on a des zones quand même qui sont relativement touchées, où on a des éleveurs qui vivent avec la maladie et qui n'expriment pas de volonté d'aller vers une stratégie d'assainissement parce qu'ils nous indiquent ne pas avoir de soucis sur leur production ou sur l'apparition d'animaux cliniques. Et donc l'idée, c'est il y a des études qui sont en cours pour avoir quelques données économiques sur ces cheptels, pour voir un peu l'évolution du cheptel et puis surtout des indicateurs économiques. Et donc ces éleveurs qui vivent avec, on va les retrouver dans des zones qui sont très touchées. Et puis en particulier aussi dans des zones où il y a la pratique de la transhumance, comme je le disais tout à l'heure, c'est une pratique qui est très importante chez nous, au nord du département, au niveau du Massif central et au sud sur toute la chaîne pyrénéenne, qui est indispensable pour les éleveurs puisqu'elle fait partie vraiment des pratiques, mais qui, de fait, est quand même assez pourvoyeuse de maladies, puisqu'on va rassembler des animaux de statuts différents, de cheptels différents, avec le risque de contamination et du coup les difficultés aussi de maîtrise. Et après, donc, le voisinage positif dans les zones très touchées. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci Christophe. Du coup, je reprends la parole. On a une question donc, concernant le coût des analyses de recherche. Alors du coup, je vais répondre pour la Picardie. Donc en fait, on est sur des analyses qui sont, alors en fonction des types de recherche, sur soit des analyses individuelles ou alors des analyses de mélange, mais en fait qui sont prises en charge à 100% pour nos éleveurs adhérents. Donc voilà, c'est vraiment important que ces dépistages-là soient réalisés. Et notamment, en fait, à l'introduction, on prend en charge de toute façon 100% des analyses pour éviter que la bœuf-moitiose ne s'implante trop en Picardie. Ce qui est important de souligner, tiens, j'en profite, ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on bénéficie de la sérologie de mélange depuis 2 ans, ce qui explique en fait, c'est ce qui nous a un peu poussé nous aussi à mettre en place notre dépistage généralisé sur la région, c'est l'apparition, en fait, la mise sur le marché de tests sérologiques de mélange qui n'existaient pas jusqu'en début 2022, fin 2021, début 2022. On n'avait pas accès à cet outil qui permet quand même de réduire pas mal le coût pour faire du dépistage généralisé ou à l'introduction.
Et en effet, du coup, sur l'année 2024, en Picardie, on est passé de tests individuels à l'intro en tests de mélange, donc ce qui a aussi donc toujours pris en charge à 100%, mais ce qui a aussi permis de réduire aussi le budget lié à ces analyses à l'intro chez nous. Et juste, Et attends, si tu me oui, permets vas-y. une précision par rapport à la PCR de peau, dont on a parlé là à l'instant, et puis dont Philippe avait parlé aussi. Il faut bien voir par contre, donc là, sur la PCR de peau, on est entre 25 et 35 euros l'analyse selon les laboratoires. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est une analyse qui va permettre de faire de l'assainissement dans les cheptels. Mais l'objectif de cette analyse n'est pas de qualifier un bovin, c'est pas de donner un statut à un bovin. Parce que comme je l'ai dit, on peut avoir des résultats inattendus sur un bovin qui va être PCR négatif et PCR positif un moment après. Donc l'idée, c'est pas de qualifier un bovin séropositif et non porteur de kyste, hein. On est vraiment sur des outils, qui sont des outils de stratégie collective pour aider les éleveurs à assainir et donc orienter leur réforme, mais pas pour qualifier, pas pour donner un statut à des animaux. Ensuite, j'ai une autre question qui vient d'être mentionnée, donc concernant le nombre de foyers du coup en Picardie. Alors à ce jour, on n'en a pas encore détecté ni dans la Somme ni dans l'Oise, mais par contre dans l'Aisne, on a environ 8 éleveurs qui sont touchés et pour lesquels c'est en cours de gestion, et notamment avec l'utilisation des PCR sur peau. Enfin, c'est vrai que c'est un très très bon outil qu'on a démarré à utiliser il y a 2 ans de ça. Et dans des cheptels voilà, où la prévalence est importante, ça permet en effet d'orienter les réformes. Et ensuite, une petite question pour Monsieur Jacquier de la part de Madame Pénichou. En fait, elle demande si elle peut utiliser une des photos du webinaire pour illustrer un article. Je ne sais pas si vous la voyez dans la conversation, Monsieur Jacquier, la photo. Non, je ne la vois pas parce que ça mouline là, la conversation, ça, je ne l'ai pas encore affichée, mais il s'agit de quelle photo? C'est la photo du bovin. Comment décrire? Bah, sinon, après, on en C'est le reparlera premier, après. le taureau? C'est le premier bovin. Oui, oui, ben écoutez, oui, il n'y a pas de souci, là, Oui. c'est une de mes photos à moi, donc il n'y a pas de souci. Ok. Bah, merci beaucoup. Puis bah, sans doute en mentionnant bien la source. Et puis ensuite, une question concernant le délai de réforme des bovins. Après, bah, du coup, je laisse peut-être Christophe répondre Ouais. sur le délai. Alors le délai, comme je disais, alors ça va dépendre de la période pendant laquelle on se trouve. Si on est en période d'activité vectorielle, donc sur les stomox et les tangs, il faut que ce soit très rapide. Donc c'est réforme ou bien s'il n'y a pas possibilité de réforme, parce qu'on comprend bien que les éleveurs, soit ils doivent engraisser les animaux, soit c'est une bête qui doit mettre bas, soit elle allait. Mais l'idéal, c'est de les éloigner du cheptel, donc des animaux négatifs surtout, les éloigner des animaux négatifs, et au moins 300 mètres. Et donc après, la réforme le plus rapidement possible, mais bon, en prenant en compte quand même les problématiques sur l'élevage, et au moins isoler, quoi. Isoler correctement. Merci beaucoup. Bah, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la parole donc à Laurent Fourès, donc, qui est directeur du GDS de la Meuse. Ok, merci. Un petit test micro, parce que j'ai pas pu le faire avant. Ça fonctionne. Et la caméra aussi, parfait. Super, merci. Écoutez, bonjour à tous. Alors, il va falloir que je sois un peu à hauteur, là, parce qu'il y a eu 2 brillantes interventions avant moi. Donc, bravo à vous deux. L'objectif de cette intervention, enfin, en tous les cas, la commande qu'on m'a faite, c'est quelque part de faire une rétrospective de l'action Best-Mathios dans le 55 et peut-être de faire la démonstration et de vous donner quelque part espoir sur le fait que quand on intervient relativement tôt dans une zone où la maladie est au stade de l'émergence, donc avec quelques cas seulement, qu'il est tout à fait possible d'envisager une éradication de cette maladie avec un objectif d'obtention de 100% des élevages d'une zone circonscrite indemne de Best-Mathios. Donc éventuellement on peut poursuivre. Donc le début de l'histoire pour
pour la bestnoitiose en Meuse, donc on est presque voisins, hein, je dirais. C'est un premier foyer identifié en octobre 2017 avec cas clinique. La première difficulté dans cette situation-là, pour le vétérinaire sanitaire, ça a été de mettre en évidence la bestnoitiose dans cet élevage. Donc dans le cadre du diagnostic différentiel, il y a eu beaucoup d'autres analyses qui ont été recherchées avant celle-ci, parce que tout simplement c'est une maladie qui était complètement méconnue chez nous. On en entendait on en avait entendu parler, parce qu'il y avait eu un cas historique dans les Vosges, donc département voisin quelques années avant. Mais au-delà de ça, en fait, la bestnoitiose, elle était dans le sud, elle ne nous concernait pas et on s'y intéressait peu. Donc première difficulté, l'identification de la bestnoitiose dans un élevage. Alors d'autant plus qu'elle a été mise en identification dans un élevage en fait de taille très importante, où quand elle a été mise en évidence, il était déjà trop tard. Puisque en fait, quand on a fait les premières analyses, on a déjà pu démontrer qu'il y avait quasi 200 bovins de positifs sur 600 dépistés. Ce qui montrait donc déjà une prévalence de cette maladie intra-troupeau très élevée. L'autre difficulté, c'est qu'on était en plus dans un élevage avec un risque de diffusion de la maladie très importante, dans le sens où cet élevage commercialisait beaucoup d'animaux reproducteurs, principalement des jeunes reproducteurs. Cet élevage avait beaucoup de voisins de pâture, ce qui en soi n'est pas une exception, mais en tous les cas, dans ce cas présent, c'était une réalité. Et cet élevage participait en plus à des concours. Christophe a évoqué le risque tout à l'heure, et là on était en plus sur un facteur de risque supplémentaire. Une maladie, je l'ai dit, complètement méconnue chez nous par les différents acteurs, que ce soit GDS, Veto, Labo. Et en plus un questionnement sur finalement, est-ce qu'on est sur le cas index, est-ce qu'on est sur le premier foyer sur le département, ou est-ce qu'effectivement ce foyer c'est un foyer parmi tant d'autres. Donc la question, c'est quelle était la situation de la bestnoitiose dans notre département en octobre 2017 et quelle action on pouvait mettre en œuvre. Et enfin, déjà, en fait, est-ce qu'il fallait mettre en œuvre une action? Donc pour ce faire, on s'est documenté, on s'est renseigné, on a consulté. Et puis finalement, en conclusion, on nous a recommandé quelque part plutôt d'être passif vis-à-vis de cette maladie, considérant que finalement il était probablement trop tard d'agir. Si on détectait un cas avec de la clinique, c'est qu'il y en avait certainement beaucoup d'autres non identifiés, et qu'il était probablement hasardeux d'engager des moyens et des actions sur cette lutte-là, au risque quelque part d'avoir des résultats de cette action relativement, des résultats négatifs globalement. J'avoue que j'ai un peu poussé mon conseil d'administration à ne pas entendre ces recommandations, considérant que si réellement on était en maladie d'émergence, il fallait peut-être quelque part replacer le curseur de cette situation sanitaire avant de considérer qu'il fallait baisser les bras, qu'il était trop tard pour lutter. Et donc c'est ce que je vais essayer au travers de quelques diapos là, de vous démontrer qu'en fait, au travers d'une action collective, on peut arriver à des résultats très encourageants, à condition bien sûr de ne pas engager cette lutte trop tardivement. Donc on peut changer de diapo. Alors le début de notre action, ça a déjà été en 2018, tout début 2018, de travailler sur les risques autour de notre premier élevage foyer. Donc tout d'abord, on a fait une évaluation de la situation sanitaire de cet élevage, je l'ai dit tout à l'heure, une prévalence très importante, notamment très importante sur le troupeau adulte. Et donc à ce stade, avec les outils dont on disposait, on a considéré que de toute façon, en accord avec l'éleveur et son veto, qu'il était impossible d'engager un plan d'assainissement dans cette exploitation. Par contre, que tous les bovins vendus à destination de l'élevage issus de ce cheptel infecté
à partir du moment où on connaissait l'état sanitaire du troupeau, devait faire l'objet de tests avant départ. Donc ça, c'est une première action importante qui a été mise en place en accord avec, en adhésion avec l'éleveur. La deuxième chose, c'est que toujours en accord avec l'éleveur, puisqu'on touche du doigt aussi le volet maladie à connotation réglementaire ou non réglementaire, donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, en fait, on a repris les mouvements sur 2 années précédentes, issus de cette exploitation toujours. Et en fait, on a identifié tous les animaux qui étaient encore présents dans les élevages en Meuse et hors de la Meuse. Et on a géré en fait pour les animaux présents en Meuse donc le risque sanitaire. Donc on a préconisé aux éleveurs concernés de faire un dépistage de ces animaux qui venaient de l'exploitation infectée. Et pour les hors départements, on a travaillé en information avec nos collègues GDS pour leur signaler le risque et leur conseiller de faire une reprise une vérification de statut de ces animaux-là. Donc ça, c'était la deuxième mesure. La troisième mesure, en fait, c'est qu'on a considéré que si l'élevage foyer était foyer, c'est qu'il avait peut-être été contaminé par un de ses voisins. C'était une hypothèse. Et donc, on a fait une réunion de sensibilisation des éleveurs de ce secteur. Donc, environ, on a regroupé tous les éleveurs qui étaient dans un rayon de 20 km. Et on a préconisé à tous ces éleveurs de pouvoir faire un dépistage prophylaxie volontaire qui était financé en partie par le GDS. Voilà. Et enfin, Christophe l'a évoqué tout à l'heure, le risque concours. On était en octobre 2017 quand on a trouvé le foyer. L'éleveur avait participé au concours départemental en septembre 2017. Donc vous voyez que quand on commence à évoquer cette situation sanitaire, que ça a créé des craintes. Et donc on a proposé à tous les éleveurs qui avaient mis des animaux en concours de réaliser gratuitement un contrôle sanitaire bestnotiose des animaux qui avaient participé en concours. Globalement, quand on a mis en place toutes ces mesures, en fait, on a eu la chance de constater que ce soit en concours ou au contrôle des animaux qui étaient sortis d'exploitation sur les 2 années antérieures, on a eu la chance de constater que finalement, on n'a pas trouvé d'animaux séropositifs. Probablement du fait que c'est globalement des jeunes animaux qui participaient en concours ou qui avaient été vendus et que, on l'a vu tout à l'heure, enfin je l'ai dit tout à l'heure, dans cet élevage, c'est la prévalence intra-troupeau se situait principalement sur des animaux adultes. Voilà, donc ça c'était le début de notre action et donc ensuite on a poursuivi par des mesures de prophylaxie. Alors je vais vous cranter toutes les années de prophylaxie, mais rassurez-vous, ça va aller assez vite et c'est surtout pour vous montrer en fait la montée en puissance de l'action pour arriver quelque part au sommet de notre action et mettre en perspective l'action qu'on a menée et les résultats qu'on a pu obtenir. Donc la première mesure importante qu'on a mis en place dans le département de la Meuse, c'était une mesure finalement qui pouvait se mettre en place assez facilement et qui n'était pas très coûteuse, c'est d'organiser un dépistage annuel en cheptel laitier. Donc sur la matrice laitanque, les analyses, les prélèvements qui sont faits dans le cadre des contrôles de la qualité du lait, et justement pour donner un statut à chacun des troupeaux laitiers du département, ce qui commençait à nous donner une cartographie, enfin je dirais assez précise de la bestnoitiose. Voilà, donc on a dépisté un peu plus de 500 producteurs de lait sur le département, et là on s'est rendu compte qu'on avait des premiers résultats très encourageants, puisqu'à l'exception de l'élevage foyer, on a détecté seulement, j'allais dire, 2 autres élevages avec des laitangs positifs. Diapositive suivante. Donc en 2019-2020, on a continué à faire nos laitangs et ensuite on a commencé à organiser une prophylaxie donc dans les dépistages en cheptel infecté ou à risque sanitaire. Et on y a ajouté une donnée. En fait, on a été repointer tous les animaux à typologie allaitante qui étaient présentes sur le département et qui venaient de zones à risque, qui a été introduit sur le département entre 2014 et 2019. Donc la zone à risque, en fait, c'est une diagonale entre Nantes-Lyon, en fait. Donc la zone à risque se situe au sud de cette zone, alors en sachant que cette délimitation est toujours très discutable et n'est probablement plus forcément
d'actualité puisque je considère à ce jour que tous les départements maintenant sont plus ou moins à risque, à des degrés différents mais à risque cependant. Et on a commencé à rentrer dans une situation en fait la situation on cherche, on trouve, la situation on tire sur la pelote de laine et on sait où ça commence et on sait pas où ça s'arrête, dans le sens où à chaque fois qu'on a cherché, on a pu trouver des choses. Si on a trouvé, finalement, ça nous amène un certain nombre de démarches à mettre en œuvre du style contrôle des ventes de cet élevage, contrôle des liens pâture, etc. Donc des choses assez lourdes. Et on a d'ailleurs, grâce à cette action, pu comprendre l'origine de contamination de notre premier foyer détecté en Meuse. En fait, c'était notre premier foyer détecté, mais pas notre premier foyer contaminé. Et en fait, cet élevage déjà de taille importante, en 2015, je crois, a repris une exploitation voisine qui était une exploitation de type mixte, donc avec un atelier allaitant et un atelier à laitier, un petit atelier allaitant. Et en fait, c'est cette exploitation qui a cédé, en fait, qui était infectée de bestnoitiose, qui a contaminé notre premier foyer détecté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, quand notre élevage foyer a repris cette exploitation, il avait décidé de ne pas garder les animaux allaitants qui ont été revendus dans un autre cheptel. Et dans le cadre de nos investigations suivantes, en fait, on a pu détecter que ces animaux-là étaient positifs, et donc ce qui explique l'origine de cette contamination. Voilà, donc c'est pour aussi vous dire que parfois, quand on commence à rechercher des données épidémiologiques, des données sanitaires, on n'a pas tout de suite la compréhension et l'explication de l'origine d'un foyer, mais parfois par les investigations supplémentaires qui sont menées à l'échelle collective, à l'échelle d'un département, on peut quelque part s'enrichir d'informations et préciser un certain nombre de contextes qui étaient inexpliqués jusqu'à ce jour. Diapositive suivante. En fait, sur les campagnes 2021 et 21-22, en fait, on va se rendre compte que notre action, en fait, elle monte en puissance en termes notamment de ciblage du risque à l'introduction. Ça a été dit tout à l'heure, c'est bien dans le cadre des déplacements d'animaux que le risque de contaminer un cheptel est le plus important. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit, on a regardé en dessous d'une zone Nantes-Lyon, mais en fait, sur l'année suivante, tout ça est question de possibilités, notamment de possibilités financières. En fait, on a fait le même exercice, mais cette fois-ci, on a resserré le cercle et on a regardé tout ce qui venait en dehors de la région Grand Est. Et sur la diapositive suivante, qu'on verra après, en fait, on a fait le même travail, mais on a regardé en fait une reprise d'historique de statut pour tous les animaux en dehors du cercle du département de la Meuse. Voilà. Sur l'année 2020-21, ce qui a été aussi un élément marquant, c'est finalement l'inscription du département de la Meuse comme un département pilote sur l'expérimentation de la réforme sélective. Donc ce que quelque part vous a expliqué Christophe tout à l'heure, le punch à la tâche de la queue, le prélèvement de peau à la tâche de la queue. En fait, notre département a adhéré à ce dispositif, a voulu l'expérimenter parce qu'en fait, on était complètement démunis de méthodes et de moyens d'assainissement dans des élevages à prévalence importante. Et cette méthode, en fait, est quelque part une révolution dans des départements comme les nôtres à prévalence très faible, où en fait on a pu apporter une solution à des éleveurs qui étaient plus fortement infectés, en leur faisant la démonstration que quelque part, ouais, certes, on est peut-être avec une prévalence de 50% ou plus dans un troupeau, mais finalement, cette méthode, elle revient quelque part à éliminer entre 5 et 10% de ces animaux séropositifs, donc en fait une proportion d'animaux complètement, bien plus basse, pardon. Donc on peut passer...
Donc cette diapo on peut passer parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelque part une montée en puissance et voilà. On arrive en fait quelque part au plus fort de notre action en matière de best mathios, donc c'est sur la campagne 2022-2023 où en fait sur la même année on a décidé en conseil d'administration du département de la Meuse de dépister systématiquement tous les bovins introduits en élevage, qu'ils soient du département de la Meuse ou pas, et qu'on soit dans un contexte de contrôle d'introduction avec prise de sang ou sans prise de sang, puisque dans notre département, certains mouvements peuvent être validés avec dérogation au contrôle d'introduction IBR, et dans cette situation, on a malgré tout demandé aux éleveurs de pouvoir faire des prises de sang en introduction. La deuxième mesure très importante a été de généraliser la prophylaxie donc à l'ensemble des élevages allaitants du département, donc sur 40 bovins de 24 à 48 mois, donc quelque part pour faire référence, ça va tous vous parler, hein, j'en suis sûr, vous éleveurs, le Stop 40 qui est actuellement mis en place, qui est mis en place depuis quelques années en prophylaxie. Voilà. Je l'ai pas dit, hein, mais il est entendu que depuis 2018 où on a mis en place le prélèvement, le contrôle sur les tanks, en fait que cette mesure est maintenue chaque année dans les ateliers laitiers. Voilà, donc c'est vraiment l'année 2022-2023 qui nous a permis quelque part d'asseoir un statut best mathios sur le département de la Meuse, et je vous donnerai quelques chiffres juste après. Diapositive suivante. Et en fait, on se rend compte effectivement, à partir de la campagne 2023-2024 et 2024-2025, qu'on a eu la possibilité, en fait, de commencer à proposer un allègement de notre dispositif de contrôle de la best mathios sur le département de la Meuse. Donc le premier allègement, c'était en 2023-2024, où on a considéré que comme on avait généralisé la prophylaxie l'année suivante sur tout le département et qu'on avait des résultats qui étaient très très favorables, que ça servait plus à rien de contrôler des animaux qui bougeaient d'un élevage 55 pour rejoindre un autre élevage 55. Par contre, on a maintenu bien sûr ce dispositif de contrôle à l'introduction pour tous les origines hors Meuse. Et on a considéré qu'une seule prophylaxie sur 40 bovins était probablement insuffisante pour nous permettre de qualifier les troupeaux et leur donner un statut entre guillemets indemne. Et donc on avait sur la campagne 23-24 souhaité renouveler ce dépistage généralisé sur 40 bovins en troupeau allaitant, sauf en fait que au lieu d'être sur des animaux de 24 à 48 mois, on était sur des animaux de 24 à 60 mois. Bon, ça c'est pour en fait la justification, elle n'est pas liée à la best mathios, mais plutôt à notre travail vis-à-vis de la surveillance de la BVD. Voilà, et en sachant qu'on voulait que nos prophylaxies soient raccord vis-à-vis des animaux à prélever. Et puis, la dernière campagne de prophylaxie sur laquelle je voulais revenir, c'est sur celle qui est en cours, sur laquelle, en fait, cette année, donc, hein, le conseil d'administration a décidé de maintenir le dépistage à l'introduction en Meuse hors origine 55, et par contre a décidé après 2 années de surveillance généralisée de la best mathios en troupeau allaitant, et finalement d'arrêter cette surveillance généralisée, donc avec les premières économies à la clé bien sûr, en se limitant uniquement au dépistage de la prophylaxie en troupeau allaitant infecté ou à risque sanitaire, donc sous-entendu les liens épidémiologiques des élevages, des élevages infectés. Voilà. En sachant que pour 2024-2025, on a encore maintenu le dépistage annuel en cheptel laitier, mais qui ne sera pas reconduit sur la prochaine campagne. Voilà. Diapositive suivante. Voilà, donc en fait, moi j'ai voulu vous montrer toute cette évolution en matière d'exigence et de surveillance de la best mathios sur le département. En la mettant en corrélation avec les résultats que nous avons obtenus en Meuse, des résultats maintenant, je pense, qui sont
on va dire, qu'on peut qualifier de fiable et sur lequel on peut vraiment définir une situation sanitaire meusienne et des statuts sanitaires de troupeau. Donc en fait, sur les bâtonnets plutôt fond bleu, c'est le cumul de cheptels qui ont été détectés infectés de bestnoitiose depuis l'origine de notre action, donc depuis 2018. Et sur les bâtonnets orangés, on est sur la situation sanitaire sur chaque campagne du nombre d'élevages infectés. Donc en fait, on peut tirer deux enseignements de ce graphique. Le premier, c'est qu'en fait, au maximum, on a identifié sur le département de la Meuse, depuis qu'on recherche 16 élevages foyers. Alors ces 16 élevages foyers sur 1200-1300 élevages bovins actifs. J'ai une fourchette assez large parce que, comme partout, notre nombre de cheptels diminue et ce nombre de cheptels en 8 ans est tiré vers le bas. Donc on était plutôt à 1300 cheptels au démarrage de l'action et on est plutôt à 1200 cheptels maintenant. Donc ça c'est le premier élément et on voit quand même qu'on a eu une détection importante du nombre de foyers en 2019, là où la recherche quelque part a été la plus dynamique, notamment sur le risque qualifié des intros et notamment en origine zone endémique, donc dans les zones où la maladie est fortement présente. Et la deuxième chose, en fait, c'est qu'on voit en fait que aujourd'hui, sur ces 16 élevages infectés, on en a déjà plus de moitié qui sont assainis, que ceux qui ne le sont pas, donc il en reste 7 à date, 7 élevages foyers en Meuse, ceux qui ne le sont pas, ce sont des élevages foyers en fait, qui avaient généralement des prévalences très élevées, donc qui n'avaient pas la possibilité d'assainir par la réforme, et donc ces 7 élevages-là sont aujourd'hui des élevages en fait qui sont en cours d'assainissement, chez qui on a utilisé la technique du punch, et en fait on est généralement dans des élevages où on a encore des animaux séropositifs, mais dans des élevages sur lesquels on n'a plus de séroconversion, c'est-à-dire qu'au gré des réformes qui vont se faire dans le temps, dans les quelques années à venir, on espère en fait que ces élevages-là vont éliminer la totalité de leurs animaux positifs et vont pouvoir obtenir leur statut indemne, de façon à atteindre notre objectif en 2030 de 100% d'élevage meusien indemne de bestnoitiose. Diapositive suivante, je crois que c'est la dernière. Donc en fait c'est une diapositive en guise de conclusion. Tout d'abord pour vous dire qu'avec le recul, on a eu raison quelque part de ne pas écouter les recommandations de 2017-2018 qui nous invitaient plutôt à ne rien faire. Voilà, on a osé. Et je crois qu'aujourd'hui, on a gagné. En toute modestie, je pense que dans l'Est de la France, aujourd'hui, cette action fait un peu référence et permet justement à nos collègues des départements voisins à regarder quelque part la mise en place d'actions similaires de façon à garantir et à sécuriser le statut des élevages aujourd'hui majoritaires dans vos départements, qui sont probablement négatifs de bestnoitiose et qui n'ont vraiment aucun intérêt à laisser rentrer cette maladie. C'est aussi la démonstration quelque part qu'une lutte collective en bestnoitiose est possible et qu'il y a un retour sur investissement rapide. Je pense qu'on a pu en faire la démonstration au travers de ces quelques diapositives. Que tout ça, ça ne serait pas possible sans l'adhésion des éleveurs et des vétérinaires praticiens et du laboratoire. Alors, je voulais m'étendre un peu sur ce sujet-là parce que je crois pouvoir vous dire que les éleveurs en Meuse nous ont fait confiance. Ils n'étaient pas toujours très convaincus de ce qu'on leur demandait de faire, mais se sont laissés un peu guider. Et aujourd'hui, ils se sentent tous reconnaissants du travail qui a été fait, du travail collectif, et de l'intérêt que ça a pu avoir pour la ferme Meuse.
je ferai la même analyse au niveau de la profession vétérinaire, qui globalement était un peu spectateur de... C'est un constat et c'est pas du tout une critique. Était un peu spectateur du travail qu'on a voulu conduire en nous disant bah, allez-y, vous verrez bien si ça marche ou pas, mais honnêtement, ils y croyaient pas beaucoup. Mais en tous les cas, ils n'ont jamais été réticents sur le fait de nous accompagner sur la démarche et de mener un certain nombre de prophylaxies ou d'actions dans les élevages. Donc ça nous a bien sûr aidé à atteindre notre objectif. Et puis notre laboratoire qui a été fortement présent et qui a toujours répondu à la demande sur le sujet. Tout à l'heure, la question du coût des analyses a été posée. C'est forcément des éléments très importants pour dimensionner le coût des programmes à l'échelle d'un département. Et sans des tarifs compétitifs, je pense que ce sont des choses, ce sont des actions qu'on n'aurait pas pu mettre en œuvre. Et enfin, nos départements maintenant, avec une vision globale de la bestnoatiose à l'échelle de notre territoire, avec une situation favorable, en fait, on se rend compte aujourd'hui que finalement, si on veut sécuriser le statut de nos élevages, on est contraint de maintenir une dynamique forte de contrôle sur les animaux qui sont introduits sur le département. Que ça représente quand même des coûts significatifs, des coûts importants, entre 30 et 40 000 euros. Et en fait, on espère vraiment, et notamment sur nos départements voisins, et je vous considère comme nos voisins, j'espère que des actions similaires vont pouvoir vraiment se mettre en œuvre ou s'intensifier de façon à ce qu'on soit en capacité quelque part de définir et d'attribuer des statuts à nos élevages, des statuts favorables, et que dans le cas de statuts favorables, nos animaux puissent être échangés entre départements en toute sécurité sanitaire et sans frais spécifiques liés au contrôle de la bestnoatiose. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci Laurent. Je vais laisser du coup les personnes connectées poser leurs questions dans le chat, hein. Surtout, n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse le temps de noter vos questions. Je voulais repréciser un petit peu ce qu'on fait en Picardie. Et puis encore une fois, du coup, remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. Nous, c'est vrai que voilà, on a un contexte vis-à-vis de la bestnoatiose en Picardie qui est quand même similaire à celui de la Meuse il y a quelques années. Et voilà, je voulais repréciser qu'on s'appuie notamment sur l'expérience du département de la Meuse pour surveiller cette maladie-là. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on agit en Picardie depuis notamment déjà 2019 avec la mise en place des analyses des recherches bestnoatiose sur les tanks, donc 2019 dans l'Aisne et puis 2021 dans l'Oise et dans la Somme. La mise en place aussi des contrôles à l'introduction, donc avec notamment la mise en place du contrôle d'introduction systématique pour tout animal qui arrive en Picardie ou qui se déplace au sein de la Picardie depuis octobre 2022. Et puis la nouveauté cette année, c'est notamment le contrôle orienté, un peu à l'image de ce qu'a présenté Laurent, le contrôle orienté pour des cheptels estimés comme étant à risque. Donc, ça concerne des cheptels qui ont acheté un animal positif en bestnoatiose, réformé plus ou moins rapidement. Voilà, et puis aussi des ateliers qui ont sur le même site un atelier carte verte, donc laitier ou allaitant, et un atelier d'engraissement en carte jaune, dans lequel évidemment il n'y a pas de contrôle d'introduction de réalisé, donc on ne contrôle pas ce qui arrive dans ces ateliers-là, mais quand ces deux ateliers sont sur un même site, il peut y avoir un risque de transmission de l'atelier carte jaune vers l'atelier carte verte. Donc depuis cette année, des analyses de mélange ont été programmées sur la prophylaxie de ces élevages-là. Et puis aussi, voilà, le fait d'utiliser des outils expérimentaux, comme notamment la PCR sur peau qui vous a été présentée du coup par Christophe. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on agit en Picardie. Marie, peut-être je te laisse nous dire s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Oui, donc on a une question de David Sillier, donc du LDAR, donc à l'attention de Monsieur Jacquier, je pense. Donc la biopsie cutanée à la base de la queue est-elle le lieu optimal de prélèvement? Et deuxième question, existe-t-il une relation entre pourcentage de séropositivité et quantité de kystes dans le derme? Alors, d'abord la localisation.
Il a fallu partir sur des données d'abattoir, c'est des animaux que l'on pistait à l'abattoir pour pouvoir prélever à plusieurs endroits et comparer les résultats obtenus en PCR à la fois sur l'encolure, sur l'oreille, sur la base de la queue. Et les résultats de ces enquêtes à l'abattoir ou d'animaux qui étaient autopsiés à l'école vétérinaire ont montré que effectivement c'est cet endroit-là où on a le plus de chances de trouver un résultat PCR positif. Donc ça c'est un premier point. On s'est assez vite effectivement intéressé à la relation qu'il pouvait y avoir entre un résultat PCR et un résultat de sérologie. En particulier le pourcentage d'anticorps obtenus en ELISA, avec l'espoir plus ou moins affirmé de dire qu'il y a peut-être une corrélation positive entre un taux d'anticorps et un résultat PCR obtenu sur la biopsie cutanée. Alors, la réponse est un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a effectivement, on s'aperçoit que les animaux qui ont beaucoup de kystes dans le derme font assez souvent des réponses anticorps très importantes, mais par contre, on a aussi beaucoup, beaucoup d'animaux qui font une très forte réponse anticorps et chez qui on n'arrive pas à mettre en évidence d'ADN du parasite. Ça veut dire que si on basait notre stratégie de dépistage d'individus hautement contaminants, là, les super spreaders, sur la base d'une analyse ELISA et donc d'un pourcentage d'anticorps, eh bien, on serait amené à casser probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux pour rien, quoi. C'est-à-dire que des animaux qui seraient considérés comme super contaminants alors qu'ils ne le sont probablement pas. Donc, du coup, c'est vrai que ça a un peu douché nos espoirs à ce sujet et voilà l'écueil sur lequel on bute actuellement là, avec ça. Alors l'autre aspect aussi, c'est bon, il y a un projet en cours en région Aura où on va essayer de faire du séquençage de génome d'animaux ayant fait de la clinique, des animaux ayant fait des kystes dans la peau, mais sans forcément de clinique, et des animaux qui font uniquement une séroconversion sans jamais être malades et sans avoir de... Alors pour l'instant, j'ai pas les résultats. J'espère qu'on aura des premières choses en 2025 ou peut-être 2026. Et bien sûr, là, l'objectif, ce serait, sur la base d'un génotypage de nos animaux, peut-être de trouver ceux qui ont un profil, on va dire, probable de super spreader. Bon, alors il faut attendre les résultats de cette grande enquête là qui est faite en région Aura. Dans l'immédiat, il faut en passer, comme le disait Laurent ou Christophe tout à l'heure, il faut en passer par ces biopsies cutanées. Alors, c'est vrai que c'est un chantier. C'est plus contraignant qu'une prise de sang, mais bon, on y arrive. Il faut s'organiser et c'est possible. Merci beaucoup. Alors j'ai pas d'autres enfin, il n'y a pas d'autres questions notées à ce stade. Donc du coup, voilà, à nouveau, je vous remercie de vos interventions et de leur qualité. Enfin, c'est vrai que enfin, voilà, les 3 interventions étaient vraiment complémentaires et ça nous permet vraiment, enfin, voilà, d'appuyer, le fait que la gestion de la bosnoitiose, en Picardie est essentielle. Et du coup, je laisse la parole à David de Marcy pour conclure. Ah non, attendez, j'ai une question. Donc, sur une analyse, à partir de quel seuil un animal est-il considéré comme positif? Sur une analyse PCR,
Après, vous pouvez peut-être détailler dans les deux cas. Oui, c'était la PCR la question. La PCR, oui, Mm. j'imaginais bien que c'était. Alors là, on a en PCR, on a vu là, c'était sur un des graphiques que présentait Christophe, là on a la répartition des différents animaux, des 971 animaux séropositifs qui a été prélevé en PCR et on les avait classés par classe de seuil ou nombre de cycles à partir duquel on détecte un signal significatif en PCR. Alors, la bonne nouvelle, c'est que bon, on avait quand même une grosse partie de nos animaux qui étaient PCR négatifs. Ensuite, il y a une zone grise. Voilà, ce sont des valeurs de CT, comme on appelle, des valeurs de nombre de cycles, qui sont de l'ordre de 36, 37, 38, 39, etc. Là, on a coutume de dire que l'ADN de ce parasite est en limite de détection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut vouloir dire qu'il y en a, mais il y en a vraiment très très peu. Ou bien il y a une réaction non spécifique. Enfin, disons que on essaie vraiment de considérer les animaux qui ont des valeurs de CT quand même inférieures à 36 alors, dans le kit PCR que nous avons utilisé. Parce que il faut bien savoir que toutes les analyses qui ont été faites dans le cadre de ce projet dont a parlé Christophe et dont a parlé également Laurent, puisqu'il y participait, toutes ces analyses ont été faites avec le même kit PCR de façon à ce qu'on puisse comparer les résultats. Alors d'un kit à l'autre, il peut y avoir des toutes petites variations, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, de toute façon, quand un éleveur reçoit les résultats de ces PCR, on va non seulement, ce qu'on disait, prioriser les réformes, mais même dans les bovins prioritaires, on peut même encore faire une autre priorité, parce que ceux qui ont des valeurs de CT les plus faibles, ceux qui ont des valeurs comprises entre 18, 20 jusqu'à 25, là, il n'y a aucun doute, ce sont des animaux qui sont porteurs d'un très grand nombre de kystes. Et puis donc ensuite, si on ne peut pas tout éliminer d'un coup, comme on l'a dit, il faut essayer de séparer, à minima de mettre à distance, mais s'il faut commencer par quelques-uns, il faut commencer par ceux qui ont donné les résultats les plus positifs en PCR. Merci. Ensuite, du coup, concernant le GDS Picardie, Monsieur Larzilière nous demande, nous écrit Bosnoitiose MHE, variant FCO, que fait le GDS Picardie pour gérer tout ça? Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que concernant la bosnoitiose, comme évoqué, il y a des actions qui sont mises en place pour gérer. Les cheptels foyers sont suivis. Il y a des aides à la réforme des bovins positifs. On a mis en place les PCR sur peau pour pallier, et puis pour orienter les réformes. Et concernant l'AFCO et la MHE, malheureusement, on est aussi sur des maladies vectorielles, donc il y a des culicoïdes, des vaccins existent, ils existent et vous pouvez vous les procurer auprès de votre vétérinaire et on communique auprès des éleveurs pour vous donner les informations à ce sujet-là dès qu'on en a la connaissance. David, du coup, je vous laisse conclure. Oui, déjà un très grand merci à nos 3 intervenants pour la qualité de leur intervention et surtout la pédagogie dans leur intervention et d'avoir répondu très, très efficacement aux questions. Après, donc, je voudrais dire que voilà, le GDS Picardie, donc, c'est une association d'éleveurs qui œuvre pour une gestion collective et on a eu la démonstration durant ce webinaire que la bosnoatiose, comme d'autres maladies, en fait, quand il y en a une gestion collective efficace, on arrive à maîtriser très bien la maladie, quoi. Donc, je vous remercie. Et comme ça a été dit en introduction, donc, ce webinaire a été enregistré, donc ce sera redisponible et vous pourrez le revisionner. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.
Bon après-midi, au revoir. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.